Fonder une famille, c'est du bonheur, des joies, des doutes et des combats qui sont propres à chacun et qui soulèvent beaucoup d'interrogations. Je suis Pauline et je suis la créatrice du podcast Ma Petite Famille. Dans ce podcast, vous écouterez des récits singuliers, authentiques et inspirants de parents qui partageront leur histoire, du désir de fonder leur famille au quotidien avec leurs bambins. Je vais converser avec des parents anonymes ou plus connus, que vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux, pour vous proposer, de par ces rencontres, un maximum d'histoires enrichissantes, bienveillantes et déculpabilisantes. Vous retrouverez tous les 2e et 4e vendredis de chaque mois un nouvel épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, des invités et de ma vie de maman, rejoignez la communauté Ma Petite Famille sur Instagram. Et si vous aimez les épisodes, je vous invite à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute privilégiée et avec un petit commentaire. Cela permet, au-delà de me faire très plaisir, de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous faire découvrir la marque Atelier Amage. Vous cherchez un cadeau de naissance unique et pratique? La gamme d'accessoires de pierriculture proposée a été conçue pour le quotidien des parents. Vous serez séduit par les motifs intemporels et spécialement dessinés pour la collection. La personnalisation des pièces est faite en Bretagne. Vous êtes sûr de faire plaisir avec un cadeau unique réalisé avec amour. Rendez-vous sur atelier-amage.fr pour en savoir plus. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner de ton histoire au micro Ma Petite Famille. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, de qui est composée ta famille et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc moi, je m'appelle Gwendoline, mais tout le monde m'appelle Gwen. Je suis de Dijon, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, donc je travaille pour des marques. Ma famille est composée, j'ai 2 petits garçons, un grand qui a 8 ans et un plus petit qui a 5 ans, donc Tom et Robin. J'ai mon conjoint, j'ai mon chien qui s'appelle Kiwi et on a Perle, notre lapine. Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Oui, moi ça a été depuis que j'ai toujours été jeune, je me suis toujours dit: «Je veux 2 enfants». Je veux 2 enfants et je les aurai, mais après je me suis dit: «Avec la bonne personne aussi». J'ai rencontré mon conjoint en 2007, donc là ça fait 16 ans qu'on est ensemble et on a eu notre premier enfant, à 27 ans. On a vécu ensemble, on a fait, voilà, moi j'avais pas le permis et moi je voulais vraiment mon premier enfant. J'ai toujours dit: «Je veux avoir un travail, ma voiture et ensuite un appartement», mais nous on a fait dans l'inverse. On a eu notre appartement, après j'ai eu le travail, après j'ai eu le permis, on a eu notre premier chien et après on a envisagé, d'avoir, notre premier enfant et du coup, tout s'est déroulé comme je le souhaitais. J'ai accouché de Tom au mois d'août en 2015. Il est arrivé, 2 semaines avant, mais la grossesse s'est hyper bien passée. Vraiment que ce soit, donc tout. J'ai pas été malade, pas du tout, ou tu quelques petits, reflux, pour moi, mais sinon grossesse parfaite. Alors nous, on a demandé le sexe du bébé, on l'a su tôt, comme pour les 2 à 2 mois, 2 mois et demi. Moi, je savais déjà que c'était des garçons. Après mon gynéco, en général, il est toujours sûr, il nous le dit vraiment quand il est sûr à 100. Mais il nous l'a dit, ouais, à 2 mois et demi que, j'attendais un garçon parce que moi j'avais, pris, en fait, pour mes 2 grossesses, c'est que moi, ça se voyait beaucoup. Donc je pouvais pas le cacher longtemps, mais voilà. Ouais, c'est le sexe, on voulait le savoir, pour nous, mais pas pour, la famille. C'est vraiment pour les premiers achats, pour, visualiser plein de choses après, mais on a gardé le secret, du sexe jusqu'à la naissance. On avait très peur au début de pas assurer. En fait, tout arrive naturellement. Tom a été, mis en néonate car justement, j'ai accouché 2 semaines, avant et en fait, il a attrapé la jaunisse et du coup, j'ai eu une petite infection au niveau, de l'ouverture avant que j'accouche et du coup, il a été en couveuse, il a été, perfusé au niveau du crâne pendant, bien 1 semaine. Donc ça a été un peu délicat pour nous en tant que rôle de parent parce que du coup, on s'est mis un peu la pression et je me suis dit que c'était de ma faute qui lui avait donné l'infection. Alors que pas du tout, en fait, on nous a expliqué que voilà, c'est le fait que j'étais ouverte très longtemps et voilà et du coup, j'ai transféré l'infection, à mon bébé. Mais c'est vrai que, ça s'est bien passé quand même.
pour Tom. Après, bah voilà, il y a eu des petites choses. Tom, pardon, s'est fait opérer à 1 mois de naissance. En fait, il a eu le fait qu'il est né en avance, il avait l'intestin qui n'était pas consolidé jusqu'au bout. Voilà, donc du coup, il avait l'intestin qui coulait dans ses testicules. Et en fait, Tom pleurait énormément à la naissance, pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, mon rôle de maman, je me suis dit, c'est pas normal, c'est pas possible. On a été à l'hôpital nous dit, mais non, c'est rien, c'est des coliques. Donc, il faut savoir que moi, j'ai accouché en privé et que quand on a appelé la clinique privée pour emmener Tom, on nous a dit, il n'y a plus de place, alors allez en public. Et en fait, bah, ça s'est pas forcément bien passé parce que voilà, ils nous ont annoncé comme quoi que notre fils avait juste simplement des coliques. Et en fait, le lendemain, Tom, dans son parc, a fait un sorte de malaise. Il s'est retrouvé, mais bleu, il s'est retrouvé d'un coup pas bien. Et du coup, on l'a emmené d'urgence à l'hôpital. Et en fait, on a été directement à Valmy. Ils ont essayé de lui faire des échographies. Ils ont rien vu du tout. Ils nous ont dit, on ne sait pas ce qu'il a, mais il hurlait vraiment beaucoup. Donc moi, ça m'avait déchiré, je pleurais, je comprenais pas. Et en fait, un chirurgien est passé dans la chambre, a touché les testicules de Tom, lui a touché le ventre. Et il nous a dit, mais en fait, madame, son intestin n'est pas consolidé. Et en fait, le fait qu'il soit pas fermé, il coule dans ses testicules. Et c'est pour ça que ses testicules ont la couleur un peu noire, parce qu'en fait, il commence à avoir une infection. Quand il est né, Tom est né normalement, par voie basse, et en fait, ils n'ont pas vu ça. Le fait qu'il est né avant, on ne le voit pas en fait, hein, mais on l'a vu après. Et donc, du coup, ça a été vraiment, voilà. Donc, il part en salle d'opération. Moi, on me dit, bah, écoutez, vous devez signer une décharge, comme quoi que s'il arrive quoi que ce soit, on n'est pas responsable du décès de votre fils. Et après, voilà, l'opération n'a même pas duré 1 heure. Ils l'ont ouvert au niveau de l'aine, au niveau au-dessus, en bas du ventre. Donc, il a une petite cicatrice qu'on voit encore aujourd'hui. Mais tout s'est bien passé, à part vraiment ça. Vraiment, tout s'est bien passé. Et nous, en tant que jeunes parents, on n'est pas voulu du fait que Tom a vécu ça. Mais c'est vrai que ça nous a fait beaucoup cogiter parce que bah, au début, bah, déjà, ça a été la néonate. Ça a été très difficile pour nous parce que bah, de 8 heures on se disait 8h, 20h, on était que en néonate, donc on voyait plus personne. Notre famille ne pouvait pas voir Tom. Il y avait beaucoup de gens qui ne l'avaient pas encore vu parce que du coup, après, il a été transféré en néonate. Et à peine 1 mois après, on rentre à la maison et là, il se passe à nouveau ce petit souci. Mais sinon, aujourd'hui, Tom va très bien, il est en bonne santé, tout va bien, quoi. C'était pas trop stressant parce qu'on savait que tout allait bien se passer, tout, que ce soit la néonate, on a été hyper bien pris en charge. Donc on savait qu'on pouvait venir voir notre bébé quand on voulait, on pouvait venir le voir la nuit, mais il y avait les nounous qui étaient là, les nounous infirmières qui nous rassuraient beaucoup, qui nous disaient il faut aller aussi se reposer parce que c'est épuisant, parce que la journée on faisait rien à part porter Tom toute la journée, de l'avoir sur nous. On faisait rien, mais en même temps, on voulait rien faire d'autre que être avec Tom. Même se séparer pour que moi je puisse aller sortir un peu, je ne voulais pas ça. Je voulais vraiment être là pour Tom et me dire comme quoi qu'au moins j'aurais pas à me reprocher à un moment donné que je suis sortie au restaurant avec les copines pendant que monsieur s'occupait de Tom. Mais non, c'est voilà. Donc vraiment tout s'est bien passé. Après c'est des petites choses, bah voilà, malheureusement qui arrivent. Mais on a bien été pris en charge, que ce soit en néonate et après au niveau de l'hôpital pour l'opération de Tom, quoi. Après ça surprend toujours parce qu'en plus Tom a été perfusé au niveau du crâne parce qu'ils ont pas réussi à le piquer. Donc elle nous avait dit attention, c'est surprenant et elle nous a dit: «Ça lui fait pas mal, mais attention». Donc du coup, quand on faisait des visios avec les papas, ma maman, mon papa et tout, on cachait toujours la tête de Tom parce qu'on voulait pas on voulait pas surprendre la famille et on n'a pas du tout de photos ou on doit en avoir une parce qu'on est retombé dessus il y a pas longtemps. On n'a qu'une photo de Tom avec la perfusion sur le crâne parce que je voulais absolument pas qu'on envoie de photos à la famille ou aux amis avec Tom avec la perfusion sur la tête. Parce que je voulais pas que ce soit une image qui reste et je voulais plutôt des photos positives. Donc on en avait beaucoup au début, pas dans cette période-là, mais après voilà, on a refait des photos. Nous, on voulait des enfants rapprochés, pas trop mais rapprochés. Donc en fait, ils ont à peine 3 ans d'écart parce que Tom est né en août 2015 et Robin est né en avril 2018. Donc voilà, pas beaucoup d'écart, mais on le voulait. Donc après, on a décidé de vendre notre appartement, de commencer les recherches de maison pendant qu'on était en projet bébé.
Et puis au final, bah voilà, je suis tombée enceinte et on s'est dit, bah voilà, il faut absolument qu'on trouve notre maison, parce qu'à un moment donné, ça avance. Et on a trouvé bah, la maison, la maison parfaite pour accueillir Robin et pour qu'on soit tous épanouis dans notre vie de famille, parce que bah, l'appartement était un peu trop petit, on n'avait que 2 chambres. Et là, on voulait vraiment qu'ils aient chacun leur chambre, on voulait un jardin, on voulait vraiment une maison. Donc on a tout trouvé et donc on a acheté maintenant il y a 6 ans la maison. Donc voilà, Robin est né dans cette, quoi, pas né dans cette maison, mais est né et a connu que cette maison-là, quoi. Cette grossesse, on va dire qu'elle s'est bien passée jusqu'à mon 7e mois. Arrivée dans le 7e mois, je suis tombée malade en pensant que c'était la grippe. On n'avait pas fait d'examen pour savoir si c'était réellement ça, mais mon gynéco pensait que c'était vraiment ça. Et en fait, lors d'une prise de sang, on me dit comme quoi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le gynéco me dit, bah écoutez, vous devez venir au cabinet, les résultats d'examen ne sont pas bons, il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous avec mon gynéco et en fait là, il m'explique comme quoi que j'ai attrapé la toxo et que c'était pour ça que ça n'a pas été pris plus vite à temps, parce que en fait, j'avais pas fait de prise de sang avant. Et là, en fait, le fait que j'étais malade, il m'a demandé d'en faire une. Je pensais que la grippe était trop longue et ça continuait trop. Il m'a dit, c'est pas possible, une grippe qui dure 3 semaines comme ça. Il me dit, c'est pas possible. Donc du coup, il me dit, bah voilà, vous avez attrapé la toxo, c'est pas grave. Il m'a dit, c'est pas grave, mais il faut absolument aller faire une amyosynthèse pour justement prélever du liquide amniotique pour justement analyser, pour voir si votre enfant est touché par la toxo. Donc il m'a dit, voilà, si votre enfant est touché par la toxo, peut avoir plein de risques. Ça peut être, il peut naître aveugle, il peut avoir des problèmes au niveau du cerveau, il peut ne pas parler, il peut avoir plein de choses différentes. Il m'a dit, il faut absolument aller faire cette amyosynthèse. Je prends rendez-vous, on m'annonce que la myosynthèse, c'était pas mon gynéco qui allait me la faire parce que malheureusement, il pouvait pas et qu'il savait pas la faire. Donc du coup, il m'a envoyée directement dans un hôpital public à Dijon. Je prends rendez-vous, on arrive, donc j'étais suivie par 2 personnes parce que j'étais suivie et par une gynéco là-bas qui s'occupait de moi le temps de la myosynthèse et l'autre personne qui a fait la myosynthèse, donc le médecin. Donc quand je suis arrivée, voilà, ça se passait plus ou moins bien avec la gynéco, mais j'avais beaucoup, beaucoup de retenue parce que, bah, il s'était passé certaines choses avec Tom. Bah, justement déjà, le fait qu'il s'était fait opérer à 1 mois, voilà. Une fois, bah, voilà, Tom avait eu un gros souci, il était très malade. Bref, on a dû le faire transférer dans l'hôpital privé où on était. Donc en fait, il y avait plein de choses qui s'étaient cumulées déjà pour Tom. Et du coup, je voulais plus aller dans cet hôpital-là. Je me suis dit: «Je n'irai plus jamais, je ne veux plus y aller pour mes enfants». Parce que j'avais eu que des mauvaises expériences, même si, pour d'autres services, je dis pas ça se passe bien. Et du coup, bah, j'emmène mon chéri, on dit: «Bah, on va faire la myosynthèse, mais avant, on va faire quelques rendez-vous gynéco». Donc elle me dit: «Je comprends pas pourquoi vous êtes assez froide, vous êtes assez réticente le fait de venir au CHU». Je commence à lui dire, elle me dit: «Je comprends tout à fait que vous avez eu des mauvaises expériences, mais moi, je suis là pour vous rassurer». Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais au rendez-vous, elle était toujours en retard et du coup, bah, déjà qu'elle soit en retard, qu'elle s'excuse pas et que moi, j'étais déjà très réticente à venir à chaque fois là-bas, c'était compliqué. Et le jour de la myosynthèse, donc du coup, on y va pour le rendez-vous. Donc je tombe sur un médecin qui nous accueille, qui m'accueille dans une salle, c'est comme une salle d'opération, mais qui en est pas une, et qui me dit: «Bah voilà, votre conjoint peut pas venir, donc il va rester derrière le rideau parce qu'il a pas le droit de voir. Nous, on va aller s'installer». Donc elle me déshabille, elle me met avec une sorte de tablier. Donc déjà, j'avais regardé un petit peu sur internet, la chose à pas faire, mais j'avais regardé un peu sur internet, bah voilà, comment se déroulait l'opération, quoi, la myosynthèse. Donc du coup, j'étais rassurée parce que je me suis dit: «Ouh, ça va être, quelque chose de simple». Et en fait, j'arrive, je vois une grande aiguille, une ancienne seringue en métal, pareil, je vois ça, donc je commence à paniquer. Et en fait, pendant la myosynthèse, il nous explique bien qu'il faut pas bouger parce qu'il y a des risques de piquer le bébé et que c'est pas bon et que par la suite, je pourrais avoir une fausse couche ou d'autres choses, quoi. On y va, là, c'est vrai que je bougeais un peu parce que, bah, déjà, j'étais angoissée, paniquée, j'avais mon conjoint qui était derrière et je n'ai pas été absolument accompagnée et rassurée. C'est-à-dire qu'elle, je la sentais stressée, elle soufflait,
Et à un moment donné, donc du coup, elle a arrêté, elle a enlevé l'aiguille, elle m'a sorti, oui, bah à un moment donné, il va falloir arrêter de bouger parce qu'à un moment donné, si votre enfant il est handicapé ou autre, il faudra pas venir se plaindre si je peux pas faire le test. Et je dis rien, mais je suis choquée. Je suis choquée qu'on parle comme ça. Je suis choquée que Jérém est derrière et qu'il entende tout et qu'il puisse pas réagir. Et du coup, elle me repique une deuxième fois et là, j'étais à 2 doigts du malaise. J'ai paniqué, mais paniqué. Je serrais mes poings et je lui dis: «Je me sens pas bien, je vais faire un malaise». Je lui dis: «Je vais faire un malaise, je me sens pas bien». «Eh, encore 2 minutes, mademoiselle Boudot, encore 2 minutes, ça va aller. Tenez bon, ça va aller, vous inquiétez pas. Allez, c'est des» enfin et en fait, elle a arrêté parce que du coup, bah, elle avait prélevé. Elle avait pas prélevé assez comme elle m'a dit, mais elle m'a dit: «En fait, vous bougez tellement qu'on peut rien faire». D'un ton vraiment, vraiment, sec et j'ai l'impression d'être vraiment agressée, quoi. Du coup, bah, après, je suis allée vers mon conjoint et je me suis pas effondrée, mais en fait, je me suis dit: «Elle m'a parlé vraiment comme un chien, quoi». Mais en fait, en tant que femme, déjà, tu es stressée de l'examen. Tu es stressée. En plus, j'ai fait la myosynthèse à 7 mois de grossesse, donc déjà, il me restait pas beaucoup avant d'accoucher. Donc du coup, j'étais hyper stressée. J'étais pas accompagnée, j'ai pas été soutenue, j'ai pas été, vraiment, j'ai senti que c'était: «In installe-toi là, on fait le truc et puis basta, quoi». Et après elle m'a expliqué comme quoi que les analyses allaient partir, bah, pour, être examinées et que, une fois que les examens allaient être, terminés, qu'il fallait que je revienne vers elle pour qu'on puisse lui donner notre choix, discuter de l'après si le bébé est touché par la myosynthèse et je lui ai dit que je savais déjà de toute façon ce qu'on allait faire si le bébé était touché. Elle m'a dit comme quoi, que je pouvais pas prendre de décision comme ça, il fallait qu'on en discute avec elle et je lui ai dit en fait que j'avais pas discuté de cette décision avec elle, que je prendrais la décision avec mon conjoint et que c'était propre et personnel et elle a vu que je reviendrais pas à un rendez-vous dans tous les cas. Donc après je l'ai jamais revu, mais c'est vrai que la myosynthèse, ça a été l'une de mes, de l'épisode de ma grossesse qui a été le plus dur, pour moi parce que, bah, du coup, j'ai pas pu être accompagnée comme j'aurais voulu être et comme, toute femme devrait être accompagnée pour une amniosynthèse parce que c'est quand même je trouve, c'est pas anodin comme acte parce que derrière on peut faire une fausse couche. Ils le disent, il faut rester quand même, assez, en repos. Donc voilà et aussi l'angoisse de savoir, si vraiment mon bébé était touché ou pas, quoi. Sincèrement, entre le moment où le médecin me l'a dit et où vraiment je l'ai faite, j'ai paniqué, mais c'est plus le après de la myosynthèse, où là vraiment parce que il fallait que je l'annonce à ma famille. Il fallait que j'annonce à ma famille, bah, que j'ai dû faire une amyosynthèse parce que, j'ai attrapé une infection et que, mon bébé, pouvait avoir des risques. Que s'il y avait des risques, je leur avais, tenu au courant de notre choix, que si, Robin était touché par la toxo, notre choix était de pas garder le bébé. Donc du coup, c'est arrivé, quelques semaines avant Noël, donc arrive le repas de Noël, toutes les fêtes de fin d'année. Donc du coup, bah, c'était un peu délicat pour ma famille parce que, bah, on n'en parlait pas. C'était devenu limite tabou. On n'en parlait pas parce que, peur de me peiner, peur de pas savoir trouver les bons mots, peur de pas savoir quoi dire, en fait, tout simplement. Donc moi, j'en parlais pas trop aussi, mais c'est vrai que, plusieurs, fois, moi, j'en ai parlé à mes frères et sœurs, à ma maman, mon papa, mais je voulais pas en parler à toute ma famille entière, les cousins, les cousines, les tantes, je voulais pas en parler à tout le monde parce que je voulais pas avoir cette pression des personnes autour et je voulais vraiment rester dans ma bulle et de rester positif sur le résultat. Je voulais vraiment que le résultat soit positif. Pour moi, il pouvait pas être le contraire. Donc autour de nous, on a eu des expériences par rapport à la myosynthèse qui s'est bien passée et non. Donc moi, je voulais vraiment pas me concentrer là-dessus. Je voulais vraiment me concentrer sur mon positif, sur le fait que de toute façon, je parlais souvent à Robin en lui disant que le résultat, il allait être positif. Donc positif dans le sens où qu'il avait pas la toxo, qu'il allait pas être touché et je lui disais, ouais, je le rassurais comme quoi qu'il allait être avec nous jusqu'à la fin, que voilà, qu'il sera avec nous dans notre famille et tout. Et en fait, c'est vrai que ma maman, et bah, avait pas forcément, les bons mots, souvent parce que, bah, malheureusement, elle était assez inquiète et malheureusement, bah, quand on est une maman inquiète, bah, on en parle un peu autour de soi et ma maman a prévenu, certains membres de ma famille que j'avais attrapé la toxo, que je n'étais pas sûre de garder Robin, que la grossesse n'allait pas forcément se dérouler jusqu'à terme et voilà, ma maman m'avait demandé à plusieurs reprises est-ce que j'étais préparée aussi
au fait que si on ne gardait pas Robin, est-ce que j'étais prête? Ah, j'ai mal au cœur. Est-ce que j'allais devoir l'enterrer, de faire un enterrement, de faire tout ça? Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais absolument pas parler parce que je voulais absolument pas me dire que de toute façon, il allait être touché par la toxo et que notre choix était notre choix personnel et que bah, malheureusement, ça allait pas arriver jusqu'au bout, quoi. Et un jour, je vais me balader, donc j'étais à 8 mois et peut-être une semaine, quelque chose comme ça. Je marche avec mon fils, je vais le chercher à la crèche, on se balade. Je reçois un coup de fil, je réponds et là, c'est le CHU qui m'appelle pour me prévenir comme quoi qu'ils étaient désolés, mais que mon dossier avait été, en fait, malheureusement perdu. En tout cas, il a été mis dans d'autres dossiers. C'est pour ça que, j'avais toujours pas de réponse et surtout qu'on m'avait dit normalement, après la myosynthèse, il faut compter, allez, 4-5 semaines. Donc du coup, ça avait vraiment traîné et tout et quand j'ai reçu les résultats, j'ai appelé ma famille, j'ai appelé mes amis. J'ai tenu à aussi informer ma communauté parce que ma communauté était au courant depuis le début de ce qui se passait. Ils m'ont suivi par rapport à mon amyosynthèse et tout. Et du coup, le soir, j'ai fait un post en disant que, d'ailleurs, qui est toujours sur mon compte, que j'avais pas supprimé et en disant que j'étais trop soulagée, que ça y est, on allait pouvoir se projeter, on allait pouvoir acheter et aussi rassurer Tom, parce que bah, Tom, on lui avait dit exactement ce qu'on avait fait, mais on n'avait pas parlé du après. On avait juste dit que j'avais passé un examen et tout. Mais après, bah voilà, c'est tout a enchaîné très vite parce que j'ai accouché, bah, du coup, j'ai accouché 1 mois avant mon terme. Ça, c'était, tu eu des contractions un mois avant? Non, c'est même pas des contractions. En fait, un matin, j'avais l'impression d'être plus mouillée que d'habitude, donc comme si je m'étais fait pipi dessus. Donc du coup, mon conjoint emmène Tom à la crèche et moi, j'appelle du coup la clinique en leur disant, bah voilà, j'ai l'impression de pas être comme d'habitude, j'ai l'impression d'être ouverte ou j'ai l'impression, en tout cas, qu'il se passe quelque chose. Elle me dit, bah écoutez, prenez votre douche et venez. Donc du coup, je viens, j'y vais et maintenant, en tout cas, ça s'est passé comme ça quand j'ai accouché. Du coup, maintenant, ils font des tests avec des sortes de coton-tige. Si les résultats sont positifs, maintenant ils nous gardent à l'hôpital. Donc du coup, j'arrive, elle me dit: «Bon, bah, écoutez, on va regarder». Elle me dit: «On va faire un test». Elle me met le coton-tige. Elle attend, quelques minutes, et là, elle me dit: «Bah, écoutez, vous accouchez demain». T'étais pas prête? Ah bah non, j'étais pas prête parce que je me suis mise à pleurer. Bah, parce que rien n'était prêt, parce que si la valise était prête, mais en fait, c'est il fallait faire garder, notre fils parce que du coup, moi, j'allais plus revenir à la maison, donc c'était en fait la peur. Parce que du coup, j'ai appelé mon conjoint, elle me dit: «Bah voilà, vous accouchez demain, on va vous déclencher» parce qu'elle me dit: «En fait, vous êtes ouverte et il y a trop de risques d'infection et là, ça coule, quoi». Donc j'appelle mon conjoint, je lui dis: «Écoute, j'accouche demain». «Quoi? Hein? Pardon? Attends, quoi?» Je lui dis: «Bah, écoute, le résultat est positif, je suis ouverte et en fait, ils peuvent pas me laisser repartir, ils vont devoir me déclencher. J'accouche demain» et du coup, moi, j'y suis allée, tu sais, le matin, quoi. «J'accouche demain. Ils vont me déclencher, soit par, ovule ou autre et j'accouche demain». Donc du coup, bah, tout se précipite parce que du coup, bah, il fallait qu'on s'organise pour, Tom, qui pouvait le garder, qui pouvait aller le chercher, que Jérémy puisse, aller chercher mes affaires parce que du coup, si j'étais ouverte, on savait pas si ça allait arriver très, très vite ou pas. Bon, j'ai quand même accouché, le lendemain dans la nuit et du coup, ouais, la peur, je me suis mise à pleurer et même l'infirmière, elle me dit: «Mais pourquoi vous pleurez?» Et je lui dis: «Bah, parce que je savais pas que j'allais accoucher demain, je sais pas comment je vais faire garder mon fils», même si ma famille est très, on est très famille, donc il y a toute la famille autour de nous, sans aucun problème. Du coup, le lendemain, on m'apporte tout ce qu'il faut dans la chambre, on me dit qu'on va me déclencher, on me déclenche, mais rien n'arrive, rien du tout. Donc du coup, j'avais demandé à ce que je prenne un bain, j'avais demandé on m'a dit: «Non, non, quand on est ouverte, on ne prend pas de bain parce que c'est encore plus risqué». Alors que moi, ma meilleure amie avait accouché avant moi, à la même clinique et elle était ouverte aussi et on lui avait dit: «Venez prendre un bain pour vous détendre, c'est le mieux». Et au final, bah, j'ai accouché, le lendemain dans la nuit et ça a été hyper long, quoi, mais hyper long. Et quand on est déclenché, on dit que les contractions sont plus fortes. Toi, tu l'as Ouais. senti comme ça Ouais, ou? ouais, ah ouais, ouais. Quand elles sont arrivées d'un coup, mais vraiment d'un coup, je l'ai senti. Je l'ai senti parce que déjà je me penchais, j'écrasais la main de mon homme.
C'était vraiment, j'avais jamais ressenti ça pour Tom parce que Tom, on m'avait mis la péridurale avant que je commence à ressentir les contractions. Mais là, on m'avait dit: «On vous pose la péridurale que quand c'est vraiment insupportable». Et j'appelais tout le temps en lui disant: «Mais mettez-moi la péridurale, mettez-moi la péridurale». En plus, la péridurale, on m'a piqué 2 fois parce que, bah, ils arrivaient pas à trouver, donc c'était compliqué. Mais au final, bah, tout s'est bien passé et en fait, le fait on peut dire que Robin porte bien son surnom, on l'appelait le glouton quand il est né, parce que Robin, à peine il est né, il hurlait, il voulait pas faire de peau à peau. En fait, j'étais restée bien trop longtemps sans manger et en fait, Robin avait faim. Donc en fait, il est né, ils m'ont apporté un biberon direct et c'est qu'une fois que Robin s'est enfilé le biberon, on a pu faire du pot à pot et qu'on a pu profiter, quoi. Toi, tu voulais pas allaiter? Non, 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 c'était un choix personnel pour moi et du coup, il m'avait demandé de faire la première tétée et j'avais dit non parce que ça m'intéressait pas et que ça servait à rien de mettre Robin au sein, en tout cas pour moi, ça servait à rien de mettre Robin au sein si c'est pas pour pas lui donner après. Donc voilà, mais sinon, Robin, après, tout s'est bien passé parce qu'après on a enchaîné sur le covid et autres, donc voilà. Et d'ailleurs que Robin n'a toujours rien attrapé, c'est-à-dire que Robin n'a toujours pas fait le fait que Robin est né quelques mois avant le Covid. Robin n'est jamais tombé malade à part un nez qui coule. Ça veut dire qu'il n'a à la crèche où il a été, il a jamais eu pieds mains bouche. Il a jamais fait la roséole, il a jamais fait la varicelle. Toutes les choses qu'on peut attraper en général à la crèche, il n'a rien attrapé et aujourd'hui il n'a toujours pas eu pieds mains bouche, la varicelle, tout ce qu'on peut avoir, la roséole ou tout ce qu'on peut avoir en général quand les premiers mois de la crèche, il n'a rien eu. Je pense que le fait d'avoir fait 1 mois à la crèche et après d'avoir été vraiment en pandémie, je pense que c'est ça, à mon avis, qui a dû, ou autre, ou le médecin m'a dit, le gynéco m'a dit, ou à mon avis, Robin a dû, être, très, très bien immunisé contre plein de choses, avoir beaucoup d'anticorps parce que dit, Robin, ça s'est jamais vu, quoi. Bah, c'est top en même temps. Enfin, à part la varicelle ou certaines maladies qu'il faudrait qu'il ait jeune, mais sinon Ah c'est top. bah, oui, oui, dont la varicelle, je préférais qu'il l'ait, plus tôt. Mais, en plus, quand on fait la myosynthèse, nous, Robin, tous les mois, jusqu'à ses 1 an, il avait une prise de sang. Parce qu'en fait, il y avait alors je sais plus exactement ce que c'était, en fait, il avait un taux qui était pas forcément bon, mais qui était pas alarmant. Mais en fait, il fallait faire un test, une prise de sang tous les mois pour jusqu'à temps que, ce taux soit à 0. Donc je sais plus ce que c'était exactement. Pour que ce taux soit à 0, donc du coup, jusqu'à ses 1 an et 1 mois, on faisait des prises de sang, tous les mois. Donc au début, ça allait et puis plus on avançait, plus Robin grandissait, plus c'était difficile parce que, bah, quand ils sont bébés encore ça va, il y a la petite goutte et il y a tout le sucré et tout qui passe. Mais, à la fin, c'est que depuis que j'ai accouché de mes enfants, je ne supporte plus d'entendre un enfant ou mes enfants pleurer pour la moindre fois. Encore à la maison, c'est autre chose. Mais c'est vrai que Robin, l'année dernière, quand il s'est fait piquer par une abeille et qu'il a eu une infection et qu'il est resté 3 jours à l'hôpital, qu'on a failli l'opérer parce que sa main était remplie de pus. Même quand on m'a dit, bah, il faut lui mettre le cathéter, je n'ai pas pu m'occuper de mon fils. Du coup, c'était l'infirmière qui le tenait. Il y en a un qui le tenait, l'autre qui lui tenait le bras. Et moi, je pouvais pas. J'avais la gorge nouée. Je pleurais. Et de voir mon fils se débattre comme ça, c'était insoutenable pour moi. Et encore aujourd'hui, depuis que j'ai les enfants, ouais, c'est des choses qui pour moi sont très douloureux. Après, je suis quelqu'un de hyper, hyper sensible, donc je pleure facilement pour beaucoup de choses qui peuvent me toucher, même, un truc à quoi je vais repenser, un truc tout bête, hein, même les infos ou autres et voilà, mais c'est vrai qu'avec la toxo, bah, voilà, Robin a fait des prises de sang jusqu'à, ses 1 an et 1 mois, quoi. Et je pensais à ça pendant ton suivi gynéco et tu avais un suivi sage-femme pour t'accompagner dans la toxo. Non, non, j'ai vu une sage-femme qui d'ailleurs, elle voulait absolument que j'allaite, qui, comprenait pas pourquoi je n'allaitais pas, donc je lui avais dit que c'était personnel, qu'il y avait rien qui me donnait envie, que mes belles-sœurs ont fait des crevasses, ont fait des infections et tout et je voulais pas. Je voulais que mes seins restent voilà, comme je voulais et elle m'a gonflée parce que jusqu'à la dernière minute, elle était là à la salle d'accouchement et elle me disait: «Est-ce que vous êtes sûre de pas vouloir allaiter et tout?»
Et je me rappelle, je vais pas le dire là, mais j'ai dit, à mon conjoint: «Elle commence à me casser les bien fort dans la salle d'accouchement», parce qu'en fait, j'en avais marre qu'on m'impose d'allaiter et en fait, elle me disait: «Oui, mais c'est meilleur, il a des meilleures choses, il a des meilleurs ceci, c'est meilleur pour lui, c'est meilleur pour» et en fait, bah, non, c'est pas que c'est meilleur. J'ai des copines qui ont allaité, où ça s'est pas forcément bien passé. J'en ai d'autres, du coup, qui m'ont dit pareil: «Faut que tu allaites, faut que tu allaites, faut que tu allaites». Bah non, j'allaiterai pas parce que j'ai toujours fait le biberon. Ça, c'est propre à chacun, en fait et je comprends pas qu'une sage-femme ne puisse pas donc là, c'est vraiment la sage-femme de Robin, hein, parce que la première était vraiment nickel, mais je comprends pas pourquoi la sage-femme a insisté tellement là-dessus. Au lieu d'accompagner, une maman, de comprendre pourquoi elle veut pas allaiter et de lui dire: «OK, pas de souci, vous voulez pas». Il y a pas de débat à avoir, en fait. Je pense que si les gens veulent allaiter, ils allaitent et si les autres personnes n'allaitent pas, il y a pas de souci. Moi, mes enfants, je les ai pas allaités. Aujourd'hui, ils sont en très bonne santé, tout va bien, quoi, il y a rien à signaler, quoi. Donc je pense que vraiment il faut qu'aujourd'hui les sages-femmes, je dis pas toutes, hein, mais c'est vrai qu'il y en a certaines qui sont, limite contre, qu'on leur donne les biberons, le lait en poudre et tout. Je pense qu'elles doivent avoir plein de témoignages où elles sont tellement convaincues dans certaines choses au niveau de l'allaitement. Voilà et puis, moi après je voulais pas aussi je me sentais pas à l'aise, par exemple ça c'est mon choix personnel, mais moi je me sentais pas à l'aise dans l'allaitement et ça c'est uniquement pour moi, mais de devoir allaiter en public. C'était vraiment quelque chose qui me gênait. Pourtant, je suis quelqu'un qui est absolument pas gêné dans la vraie vie. Je suis vraiment nature peinture, mais c'est vrai que ça me gênait. Alors ça me gêne pas demain de voir une femme qui allaite et que si demain je vois quelqu'un, par exemple une femme qui allaite et qu'on lui demande de partir parce qu'elle allaite, je vais plus, rebondir et je vais la défendre. Mais par contre, ça me gêne pas du tout qu'une femme allaite, voilà. C'était mon choix et je voulais qu'on l'accepte, mais elle jusqu'au bout, jusqu'à la fin, elle voulait absolument que, je j'allaite, quoi. Et elle m'a même proposé à la fin, est-ce que je voulais faire la première tétée? Je lui ai dit: «Non, je voulais pas faire la première tétée». Elle m'a dit: «Oui, mais des fois la première tétée déclenche des envies, quoi». Et j'ai dit: «Non, j'ai pas envie de mettre mon fils, j'ai pas envie de le pas de le forcer, mais j'ai pas envie». Voilà. Ouais, c'est fou parce que c'était, il y a 4 ans, 4 ans et demi. Ouais, c'est pas si loin que ça, mais je pense que malheureusement en 2023, il y a encore des sages-femmes comme ça, hein, qui sont persuadées que l'allaitement restera toujours meilleur et je pense que beaucoup de parents penseront également ça. Je dirais pas le contraire parce que moi j'ai pas allaité donc je peux pas dire aujourd'hui, voilà. Mais aujourd'hui, je pense que le principal, c'est que nos enfants sont en bonne santé. Des fois sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on voit souvent un peu le débat. Moi, j'en ai jamais trop parlé parce qu'on me demandait souvent si je voulais allaiter. J'en parlais pas plus que ça parce que je voulais pas rentrer dans ce débat, de choix personnels. Souvent, sur, les réseaux sociaux, ça peut déborder parce qu'il y a toujours des gens, qui vont nous dire, «Oui, l'allaitement, c'est mieux pour si, franchement, donner du lait industriel à tes enfants, mon Dieu», voilà et je voulais pas rentrer dans ça et j'ai toujours soutenu les femmes sur, mes réseaux, par rapport à leur grossesse, par rapport à leur choix. Souvent, il y en a qui me disaient: «Bah, moi, je préfère allaiter, mais je comprends totalement Gwen que tu veux pas allaiter». Il y en a d'autres qui me disaient: «Bah, moi, je prends le biberon, et je suis comme toi, je veux pas allaiter». Voilà, moi, je disais: «C'est votre choix les filles, on devrait tous se soutenir et il devrait personne qui devrait juger votre choix, même votre famille et vos amis», parce que souvent on nous dit que c'est, la famille et les amis qui imposent certains choix ou alors qui, vont insister sur le fait que c'est meilleur. Mais moi, je disais: «C'est mon choix, c'est le mien et ça me regarde que moi, quoi». Et tu parles des réseaux sociaux, quand tu as eu la toxo, quand, bah, tu l'as dit, hein, tu dans ta tête, il fallait rester positive et cetera. Comment on fait quand on est, comme tu disais, ton métier, c'est influenceur, quand on est influenceur pour garder la tête froide avec tous les tu peux entendre tout et son contraire, tu peux avoir des avis sur tout. Tu es arrivée à dans ces moments-là un petit peu durs quand même, d'épreuves? Sur les réseaux sociaux, j'ai pas, tout dévoilé non plus. En fait, j'ai dévoilé juste que le fait qu'on faisait la myosynthèse. Je n'avais pas forcément parlé du choix qu'on allait faire après parce que, on sait tous que sur les réseaux sociaux, déjà on partage que quelques minutes de notre vie et tout le monde peut croire qu'on partage toute une journée alors que c'est faux. Je voulais pas, non plus avoir, certains messages parce que beaucoup de femmes, hein, me demandaient quel serait mon choix après et souvent je disais que, bah, mon choix était pas encore choisi et que j'attendrais, le bon moment pour choisir, mais c'est vrai que je voulais pas rentrer dans ce débat-là parce que je sais très bien que j'ai le caractère et les épaules pour, parce que j'ai le caractère pour
si j'aurais fait le choix d'en parler et que j'aurais eu, comme je peux avoir sur des jugements ou des gens qui nous connaissent pas ou des gens qui vont savoir mieux que nous ou des gens qui vont vouloir juste te rabaisser, te piquer, juste parce qu'ils ont passé une journée de merde et que du coup, ça les rassure de te faire culpabiliser. Et ça, c'est encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On va toujours tirer le négatif au lieu de tirer le positif sur plein de choses, sur tout. Mais je voulais pas rentrer dans ce débat-là parce que je savais très bien que j'allais recevoir une vague de haine de messages, c'était sûr, parce que voilà, dans tous les choix qu'on peut faire. Et je voulais pas après animer, je voulais pas je voulais pas. Après, c'est un choix, hein, mais je pense que dans tous les cas, il y aurait eu le choix inverse. Dans tous les cas, j'en aurais parlé. Si Robin, malheureusement, il aurait été touché par la toxo et qu'on aurait choisi de pas le garder, je pense que j'en aurais quand même parlé. Maintenant, de quelle manière, je ne sais pas. Mais je pense que quand on ne connaît pas la vie des gens, on ne connaît pas tout ça et que la preuve, j'aurais pu cacher des choses sur ma grossesse et ne pas dévoiler tout. On ne sait pas tout, on ne dit pas tout. Et quand les gens, des fois, se permettent de juger, on leur dit: «Oui, mais vous savez pas tout ce qui se passe derrière». Donc c'est pour ça que moi, j'ai préféré pas tout dire non plus. J'ai juste partagé les grandes choses, mais j'avais pas parlé du choix. Et je pense que je sais pas comment je serais arrivée à en parler, même si j'aurais su trouver les mots, à mon avis. J'aurais certainement reçu peut-être des messages un peu haineux, mais c'est pas grave parce que moi, je me dis de toute façon, les gens me connaissent pas, ils connaissent pas ma grossesse, ils connaissent pas mes résultats, ils connaissent pas ce que je vis. Mais à travers ça, ça reste minime. Il y a vraiment pas beaucoup de gens non plus dans le négatif comme ça, surtout pour une grossesse. En tout cas, moi, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu quelques-uns qui m'ont demandé le choix. Je pense qu'en tant que femme, il faut plutôt se soutenir au lieu de pointer du doigt sur plein de choses. Et voilà, mais après, on n'est pas à la place des personnes. Et c'est vrai que quand je vois, moi, des personnes sur les réseaux sociaux qui sont mamans aujourd'hui, mais que ça a été compliqué pour elles et qu'il y a des filles que je côtoie et que j'échange qui ont vécu malheureusement des avortements et plein de choses, c'est vrai que souvent, elles sont jugées. Et moi, entre Tom et Robin, ce qu'il faut savoir, c'est que après Robin, je suis tombée enceinte. Et en fait, j'ai perdu mon papa il y a 3 ans d'un cancer du pancréas. Et pendant que j'étais en train de perdre mon papa, je prenais la pilule et j'avais pas pris encore le stérilet et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée enceinte, mais je le savais pas. J'ai fait un déni de grossesse. En fait, mon corps a totalement rejeté la pilule et je me souviens que pendant la période où j'ai perdu mon père, on l'a dû le faire qu'une fois avec mon conjoint. Et je pense que c'est là où ça a pris. Et en fait, j'ai enterré mon papa et 4 jours après, j'ai été malade et en fait, j'ai été faire un test et le test était positif. Donc ça a été compliqué pour moi parce que c'était pas un enfant qui était désiré. C'était pas la bonne période parce que, je venais de perdre mon papa et que j'ai vécu la plus grosse dépression de ma vie. Et du coup, j'étais pas prête. Je l'ai caché à ma maman, je l'ai annoncé à mes frères et sœurs qui avaient très bien compris que de toute façon, si je le gardais pas, ils le comprendraient parce que j'étais pas dans une phase où je pouvais l'accepter et mes parents sont chrétiens et croyants. Donc ma maman, je voulais pas qu'elle se dise en tête un décès pour une vie parce que souvent c'est ce qu'on dit et je voulais pas qu'elle le voie comme ça. Je voulais vraiment la protéger. Je voulais pas qu'elle pense que c'est un signe qui a été donné. Et en fait, malheureusement, quelques semaines après, j'ai été faire une échographie et en fait, j'étais enceinte à peu près de presque 3 mois. Donc je suis tombée enceinte vraiment tout au début de la fin de vie de mon papa. Du coup, en fait, quand j'ai été faire une échographie, on m'a dit que le cœur du bébé ne battait plus. Tout s'est enchaîné, je l'ai pas trop compris parce que du coup j'ai enterré mon papa un jour avant son anniversaire. Mon père devait avoir 90 ans parce que j'étais adoptée. Donc du coup voilà, donc la douche froide et cette annonce où j'ai dû annoncer à mes frères et sœurs cette annonce, donc ça a été compliqué. Compliqué dans le sens où voilà, on m'a dit: «Mademoiselle Boudot, à un moment donné, c'est que vous allez devoir faire un avortement et accoucher». Donc voilà, donc j'étais pas prête et j'ai dû faire l'opération à peu près 8 jours après l'annonce. J'ai eu mon bébé en moi et j'avais déjà la forme du ventre et ça se voyait parce que du coup, certaines personnes sur les réseaux sociaux m'avaient dit: «Gwen, on a l'impression que tu as un petit bidou». Et j'ai pas pu le gâcher bien longtemps parce que du coup, des gens sur les réseaux sociaux l'avaient bien compris
que j'étais tombée enceinte après ça, après le décès de mon papa. Puis après, j'ai annoncé naturellement à mes frères et sœurs. J'ai décidé de faire l'opération et de pas en parler à ma mère pour l'instant parce que ma mère était toujours pas bien du tout et je voulais pas accumuler ça. Mon conjoint a pas pu m'accompagner parce que malheureusement il travaillait et que c'était il y avait encore les trucs de Covid, donc il pouvait pas m'accompagner, donc j'étais toute seule. Là, j'avais été vraiment bien accompagnée parce que voilà, c'était comme ça. Donc je suis arrivée le matin, je suis ressortie le soir. Mais après, je pense que ça a été une accumulation parce que j'ai fait une énorme dépression. Et grâce à mes enfants aujourd'hui, je suis là, hein. Mes enfants m'ont relevée, mes amis m'ont relevée. Et c'est après que j'ai annoncé à ma maman ça. Et ma maman m'a annoncé qu'elle le savait. Elle m'a dit qu'elle le savait, qu'elle l'avait vu, parce qu'elle me connaît. Et elle m'a dit, j'en étais sûre. Elle m'a dit, ça se voyait que tu étais enceinte, voilà. Donc ça a été très douloureux pour elle parce que du coup, elle s'est mise à pleurer. Moi, je me suis mise à pleurer. Mais je lui ai bien fait comprendre que c'était pas une grossesse qui était désirée. Après, je pense que s'il y aurait pas eu l'arrêt du cœur du bébé, on aurait pris un choix et je pense que certainement je l'aurais gardé pour moi parce que je pense que j'aurais eu ce signe-là de mon papa, même si pour moi c'est pas un signe, mais après ça c'est on y croit ou on n'y croit pas. Mais vraiment ça a été ça a été très douloureux pour moi parce que ça s'est vraiment très enchaîné très, très vite et on l'a pas forcément dit aux garçons non plus. Et vu que déjà je vivais une période très compliquée où moi j'ai renié mes enfants pendant la perte de mon papa, je m'occupais que de mon papa et je ne voulais plus voir mes enfants. Mes enfants étaient dans une période aussi difficile parce que moi mon papa il le voyait assez souvent, régulièrement et tout et la crèche m'avait dit comme quoi Robin faisait que de pleurer et tout et en fait quand je rentrais à la maison, il était déjà 20h, les enfants dormaient et la journée ma préoccupation c'était vraiment mon père, mon père, mon père, mon père, mon père. Jérémy me disait: «Mais tes enfants ont besoin de toi» et j'ai dit: «Mais moi j'ai pas besoin d'eux pour l'instant». J'avais vraiment besoin uniquement de mon papa en fait. Ouais, tu étais dans ta tristesse à toi Et et j'étais dans ma tristesse, il y avait rien qui pouvait, je voulais même mon conjoint, voilà. Mais voilà, donc c'est vrai qu'après après tout ça avec Robin, voilà, donc après il y a plein de choses qui se sont enchaînées. Mais aujourd'hui, voilà, les garçons sont en bonne santé et j'ai eu vraiment 2 grossesses, on va dire 3, même si je la considère pas vraiment parce que, elle est pas déclarée et que voilà, mais c'est quand même quelque chose qui m'est arrivé. Quand on me l'a annoncé, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai annoncé à mon conjoint, mais je l'ai annoncé à mon frère, en fait. Je l'ai annoncé à mon frère. Je me suis pas sentie triste après l'opération. J'étais plus triste du décès de mon papa. Vu que les 2 se sont passés presque en même temps, j'ai pas senti cette tristesse du bébé, mais plutôt la tristesse d'avoir perdu mon père, vraiment. Donc je pense que j'aurais été, ma dépression pourrait pu peut-être se passer autrement si j'aurais eu ce 3e bébé, on va dire, tu vois? J'aurais pu prendre ça comme un signe, comme, tu vois, comme plein de choses. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'est passé. Maintenant, j'en parle ouvertement, voilà, sur les réseaux sociaux. J'en parle, et des fois, on me dit: «Mais heureusement que tu en parles parce que c'est important aussi en tant que femme, de pas se juger par rapport à un choix qu'on peut faire» et c'est encore difficile sur les réseaux sociaux de faire la différence et de faire comprendre aux gens qu'on est des êtres humains derrière et que peu importe le choix suivant, ses enfants, ou des choix personnels qu'ils peuvent prendre dans la vie, en fait, il faut pas juger parce que la porte, n'est pas plus belle ailleurs, en fait. Donc voilà un petit peu pour moi, les expériences de mes 3 gros quoi, mes 2 grossesses, à terme, quoi. et là maintenant, comment ça se passe, à vous 4? Comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien, on a trouvé notre équilibre, 2 enfants, Toi, tu as remonté la pente par rapport à ta dépression, il m'a fallu énormément de temps parce que, durant la première année, il y a ces premières fois toutes ces premières fois qui sont assez difficiles. Mon fils a fait une dépression aussi dure, parce qu'en fait, il faut savoir que Tom allait chez mes parents au moins une fois par semaine et mon père, je l'avais toujours au téléphone. C'est lui qui nous appelait tout le temps, c'est lui voilà et puis, mon père faisait plein de choses. Il allait dans le jardin, il cultivait, il faisait plein, plein de choses et en fait, mon fils, quand mon père est parti, en fait, Tom a fait une dépression pendant 2 3 jours, il parlait plus du tout parce que c'était sa marraine qui l'avait gardé. Moi, je n'arrivais pas à m'en occuper et en fait, elle me dit: «Bah, Tom, en fait, il parle pas. Il parle pas, il parle plus». Et en fait, il a été très, très triste et autant Robin,
Il a été très touché parce que pendant un mois, Robin pleurait tous les soirs et tout. Mais Tom, ça a été très difficile, c'est vraiment, les habitudes. Quand j'ai annoncé, à Tom, parce que je l'ai annoncé aussi à Robin, mais Tom était en âge de comprendre et je voulais pas l'interdire d'aller à l'enterrement s'il voulait y aller, mais même si j'aurais pas pu m'en occuper à ce moment-là. Quand c'était vraiment la fin, j'ai demandé à Tom de venir à l'hôpital parce que, en fait, mon père a eu un regain d'énergie. Mon père, est parti, devait partir très vite de son cancer du pancréas et finalement, il a fait un regain d'énergie, mais quand les médecins nous ont dit: «Ce soir, c'est fini», au début, je voulais que Tom vienne voir mon père une dernière fois pour qu'il puisse le voir, pour qu'il puisse, voilà. Mais après, on s'est dit que c'était pas forcément une bonne idée parce que mon père était pas forcément beau à voir. Je voulais que mon fils, au final, garde un très beau souvenir de mon père et il est venu à l'hôpital, Tom et en fait, une fois qu'il était à l'hôpital, je lui ai dit que c'était la fin, que papy allait partir, donc ça a été compliqué pour, Tom parce qu'au début, il a pas trop compris et inconsciemment, c'est un enfant, il s'est mis à rigoler. Il s'est mis à rigoler et en fait, c'est, dans la nuit, quelque temps après parce que, il y a eu le Covid. Donc le Covid a été très compliqué aussi pour nous parce que, bah, voilà, et mon père a été à l'hôpital, on pouvait pas tous venir le voir parce qu'on est 5 enfants et avec les petits-enfants, on est 18, donc on est beaucoup et après mon père a été en EHPAD, en fin de vie et en fait, quand il a été dans cet EHPAD, il a eu un regain d'énergie. Donc en fait, mon père, du jour au lendemain, c'est comme si il était en bonne santé. Donc il avait beaucoup maigri mais voilà, il était en comme si, il y a quelques jours, le fait qu'il partait, les médecins ont pas compris, il s'est reboosté et après, bah, voilà, ça a été compliqué parce que du coup, il a fait que le Covid est revenu pour la deuxième vague et du coup, bah, on a pris le choix avec mes frères et sœurs, et ma maman d'hospitaliser mon papa chez nous, de l'accompagner jusqu'à la fin parce que, les visites, c'était une visite par jour et par personne et c'était inconcevable pour nous de laisser notre père partir sans que nous, on puisse, aller le voir, surtout qu'il avait fait son regain d'énergie. Donc du coup, on l'a hospitalisé à la maison. Donc tes enfants l'ont vu, quoi? Ouais, bah, mes enfants l'ont vu, mes enfants l'ont pas compris aussi parce que ça a été dur de dire: «Grand-père, il va mourir et il part» et quelques jours après, dire, bah, en fait, d'aller voir mon père, de lui parler, de manger, de faire voilà, après il était hospitalisé à la maison, donc voilà, il était dans son fauteuil ou dans le lit et puis après malheureusement, bah, voilà, il s'est dégradé de jour en jour et à la fin, en fait, mon père avait un pacemaker au niveau du cœur et en fait, c'est ça qui l'a retenu jusqu'à la fin et en fait, on l'a aidé, petit à petit à partir avec de la morphine, à le soulager et à la fin, on l'a accompagné, comme on pouvait et comme on le voulait aussi et c'est ça qui a fait que aussi ça a été très dur parce que, je pense qu'on n'est jamais prêt, en fait, à perdre quelqu'un de notre famille, surtout quand c'est un de nos parents et c'est que moi, je pensais pas que ça allait aussi me toucher et aussi, je pensais pas que j'allais voir tout ça, en fait et mon frère m'a appelée à 5 heures du matin pour me dire que mon père était parti donc je suis allée direct et là, il y avait, bah, le médecin qui a dû déclarer le décès de mon père et après, bah, de voir que, bah, les pompes, funèbres ont dû venir, mettre mon père dans un sac noir. Toutes ces choses-là, c'est des images qui restent et qui resteront à jamais. Voilà, après, aujourd'hui, du coup, j'ai pas tout à fait, je pense, fait le deuil parce que, du coup, quelques mois après, ma maman est tombée malade et en fait, on a appris que ma mère avait le même cancer que mon père. Donc voilà, donc ma mère, ça fait, bientôt, 1 an qu'elle est malade, donc elle est en chimiothérapie, toutes les 2 semaines et c'est assez compliqué puisque, bah, du coup, elle vit, le cursus que mon père a vécu et nous, on revit le schéma que qu'on a vécu avec notre père, quoi. C'est très dur pour nous. Après moi, là, j'en pleure parce que j'en parle, parce que voilà, c'est toujours délicat. Mais je pense que pour ma mère, parce que du coup, on m'a posé la question samedi, j'ai fait un événement et j'ai rencontré d'autres influenceurs qui me connaissent aussi qui me demandait comment je le vivais par rapport à ma mère et j'ai dit que pour l'instant je réalisais pas parce que le fait que j'étais toujours, très triste et j'étais toujours malheureuse de la perte de mon père, même si les premières fois, ont été les plus dures, mais après ça a pas été un soulagement je dirais, mais les premières fois sont toujours très difficiles quand on perd quelqu'un et après de toute façon on s'habitue à vivre avec, même s'il y a toujours les manques, même s'il y a toujours les dates, même s'il y a des choses qui fait que, bah, on le vit sans mon père. Chaque Noël, c'est compliqué, chaque Noël, voilà, on y repense et c'est dur. Mais c'est vrai que là, pour ma mère, j'ai pas encore de non, je réalise pas encore qu'elle est malade et je pense que je réaliserai comme mon père,
je réaliserai vraiment quand ce serait, je sais que ce sera la fin et après j'en parle pas parce que aussi j'ai très peur du après. J'ai pas voulu voir de psy, j'ai voulu en voir, après j'ai voulu arrêter. J'y ai été, mais j'ai fait 10 pas en avant, j'en ai fait, 20 en arrière et du coup, en fait, j'ai préféré, de pas en parler parce que du coup, même avec mes amis et tout, j'en parle pas. Quand on me demande, «Alors tes parents?» bah, je dis: «Mon père est décédé», mais j'en parle pas, voilà, plus que ça. Parce que du coup, je sais qu'à chaque fois que ça me peine, à chaque fois, c'est compliqué et on n'en parle plus aussi à la maison parce qu'avec les garçons, bah, à chaque fois qu'on parle, de mon père, souvent les enfants pleurent et c'est assez compliqué donc on essaye de pas trop, remuer le couteau dans la plaie, on va dire, même si, mon père est parti, bah, il y a ça fait 3 ans, il y a quelques semaines. Donc on essaye de pas trop en reparler et on essaye plutôt de rester sur, les images qu'on avait de lui, de reparler de lui avec, vraiment les très, très bons souvenirs et moi de me dire que maintenant je dois me reconstruire et aussi, me préserver parce que je sais que malheureusement, la vie est courte et qu'à un moment donné, malheureusement je vais perdre ma maman et que je préfère, rester sur le positif pour l'instant, me dire que je vais l'aider jusqu'au bout, on va se battre jusqu'au bout, on arrivera jusqu'au bout, mais de pas lâcher prise, quoi. Déjà, c'est très compliqué pour elle. Alors nous, on veut pas le montrer non plus et on est une famille qui est très pudique. J'ai jamais dit à mes parents que je les aimais, j'ai jamais dit et du coup, c'est vraiment à la fin que je dis à mon père que je l'aimais et mon père m'a dit, avant qu'il parte, il m'a envoyé un message alors que mon père m'avait jamais envoyé de message, mais jamais, jamais, jamais. Parce qu'on était très pudiques, on se disait jamais: «Je t'aime». Dans la famille, on se dit pas: «Je t'aime» d'ailleurs, c'est très rare et par contre, on sait que si on a besoin des uns et des autres, on est très soutenus. Mais mon père m'a envoyé un message et il m'avait dit, «Si tu savais comme je t'aime» et ouais, mon père m'avait envoyé ça et il m'avait envoyé un deuxième message et en fait, on s'était jamais dit: «Je t'aime», on s'était jamais dit, ces choses-là et mon père, il m'a dit: «Si tu savais», donc le dernier message qu'il m'a envoyé, c'est: «Si tu savais à quel point tu es importante pour moi». Et ça, c'est des mots, bah, qui sont toujours restés en moi parce que c'est des choses qu'on s'est jamais dit et c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis toujours à ma communauté que c'est très important aujourd'hui de vraiment de profiter de chaque moment de ses parents et de sa famille. Il faut se dire: «Je t'aime» et il faut se dire avant que la vie est courte parce que c'est pas une fois que les gens partent, il faut avoir des regrets et moi je sais que si j'aurais su, mon père, je lui aurais dit bien plus tôt que je l'aimais et bien plus tôt et je lui aurais montré des signes d'affection parce qu'avec mon père, on se montrait jamais ça. C'est voilà, on se prenait jamais dans les bras, on se faisait pas de câlins, on se disait pas: «Tu me manques», on se disait pas: «Je pense à toi», on se disait pas ces choses-là parce qu'on est une famille pudique et il y a plein de choses qu'on ne montre pas. Ah, je pensais pas que j'allais chialer pendant cette interview. Après, c'est des choses compliquées et dures, donc c'est normal. Bah, oui, oui, puis après je pense on peut pas de toute façon, on peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui a perdu un parent parce que moi avant je savais pas ce que ça faisait et on m'a dit, c'est dur, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est délicat, quand quelqu'un perd, un parent de dire, «Je comprends» ou «Je me mets à ta place» ou autre. Non, en fait, on peut pas se mettre à sa place. Maintenant, je sais que je le vis et je l'ai vécu, donc je sais que c'est à quel point ça peut être difficile, tu vois, de trouver les bons mots ou, quand tu connais pas, ce sentiment, c'est dur de dire à quelqu'un: «Je te comprends» ou, «Oui, oui, je suis touchée» et tout. Bah, les gens, ils peuvent pas ressentir vraiment ça s'ils l'ont pas vécu, tu vois? Mais voilà, après ça m'a permis aussi le fait que mon papa est décédé, ça m'a permis aussi de comprendre, plein de choses et aujourd'hui de dire aux gens que je les aime, de me dire à mes amis que je les aime et de plus me prendre la tête, pour des futilités, à droite à gauche. Vraiment de me concentrer sur le plus important et de voir plus mes amis et ma famille, tu vois? Et par rapport à ta parentalité, ça t'a changé aussi des choses par rapport à tes enfants? Ou non, tu es pareil, tu leur as toujours dit que tu les aimais et ça Non, je leur ai toujours dit que je les aimais. Après, moi, c'est vrai que j'ai un caractère qui est assez fort, donc en fait, je donne une éducation à mes enfants qui paraît très dure, qui peut être très dure et qui peut paraître très dure pour certaines personnes. Je suis très exigeante avec mes enfants, mais oui, ils savent que je les aime, ils savent que de toute façon, je ferai tout pour eux et tout. Ça, c'est voilà. Avec toute mon expérience, le fait que j'ai été adoptée, le fait que j'ai vécu 3 ans en fauteuil roulant, tout ça, toutes ces choses qui sont passées, ces aventures, ces choses dans ma vie ont fait que
Aujourd'hui, j'en suis sortie plus forte et c'est ce qui m'a permis de me dire comme quoi qu'on n'a qu'une vie et que, tout ce que j'ai subi ou tout ce que j'ai pu, ressentir, bah, qu'il faut pas que je le revive, après avec mes enfants, tu vois? Donc j'en ai tiré du bon parce qu'aujourd'hui, je veux vraiment profiter d'eux, de chaque instant et là, je sais que la vie peut être, très courte et surtout de dire aux gens qu'on les aime, tu vois? Moi, on m'avait dit, il y a une ancienne amie à moi qui m'avait dit: «Moi, j'ai perdu ma maman et j'ai beaucoup de regrets, c'est que je lui ai pas dit: "Je t'aime"», je lui ai pas dit tout ça. Elle m'a dit: «Gwen, fais-le pour ton père parce que c'est pas une fois que ce sera fini que tu auras des regrets». Donc je lui ai dit tous ces mots, je lui ai dit tout ce que je pensais et moi je lui ai dit à travers, l'oreille, je lui ai dit à travers des textos qu'il a pu lire, qu'on a pu lui lire parce que c'est ma maman qui lui lisait les messages et c'est vrai que le message vraiment le message qu'il m'a envoyé quand il m'a dit, c'est la chose la plus importante qui m'est arrivée, la plus belle chose qui me soit arrivée et tout, que en me disant, que j'étais très importante pour lui et bah, il me l'aurait jamais dit en vrai. De dire à ses enfants, «Je t'aime» et de dire, «Si tu savais à quel point tu es importante pour moi», aujourd'hui j'aurais parié ce que je veux, qu'il me l'aurait jamais dit. Parce que lui, mon père a toujours été très, très pudique avec ses enfants. On savait qu'il nous aimait, mais il nous disait pas. Mon père, il servait toujours les autres avant de se servir lui, vraiment, toujours à tendre la main pour les autres et tout. Donc si ça m'a servi, de me dire que ce que j'avais comme échange et comme j'avais comme relation avec mon père, bah, je veux pas l'avoir avec mes enfants. Je veux qu'ils sachent que je les aime, qu'ils sont importants. C'est bête, mais par exemple, Tom est en CM2, en CE2 pardon et dans son agenda, je lui fais des petits cœurs de temps en temps sur certaines pages pour lui rappeler comme quoi que je l'aime et que je suis là. À chaque fois que je pars à des événements, je leur ai laissé un message. La dernière fois, j'étais partie 3 jours à Paris, je leur ai laissé chacun une lettre à Tom et à Robin, dans leur chambre. Donc tu vois, toutes ces choses-là sont importantes pour moi et pour eux aussi, tu vois? Et même eux, je leur dis: «C'est important de dire aux gens qu'on les aime, c'est important d'avoir des signes d'affection», parce que Robin est pas affectueux du tout. C'est un petit garçon qui dit pas ses sentiments, mais du coup, on lui apprend à dire et que c'est important. Il nous le dit et quand on nous le dit, bah, waouh, on est surpris et on est touché parce que Robin, c'est un enfant qui dit pas ses sentiments. Donc je sais pas de qui il tient parce qu'on n'est pas du tout comme ça, peut-être du papa et en plus, ce qui est fou, c'est que mon père, à la base, n'est pas mon père parce que du coup, c'est mon père adoptif. On est les seuls à avoir les yeux bleus et tout le monde nous disait à chaque fois qu'il nous croisait ou peu importe où j'ai travaillé dans des magasins, me disait: «Mais qu'est-ce que tu ressembles à ton père! Oh, c'est dingue, vous avez les mêmes yeux, vous avez les mêmes traits». Pour répondre à ta question, vraiment, si ça m'a changé du fait que, voilà, ce que j'avais, pas, comme lien avec mon père avant, j'ai toujours dit que je le voulais de toute façon, pas avec mes enfants et je veux que ce soit, différent et surtout de profiter, quoi. Le seul conseil que je pourrais donner aujourd'hui quand une personne perd, que ce soit un ami, un parent, mais encore plus un parent, parce que moi j'ai perdu une copine, il y a quelques années dans un accident de voiture. Je sais que c'est terrible, je sais que c'est horrible, mais je sais que, le deuil, d'un parent, c'est encore plus difficile et après le plus important pour moi, je pense qu'il faut être surtout bien entouré, vraiment bien s'entourer, que ce soit de ses amis et de sa famille, de pas tomber vers le trop bas. Parce que moi, je sais que si j'aurais pas eu mes enfants et j'aurais pas eu mon conjoint, je pense que l'heure d'aujourd'hui, j'aurais fait une belle connerie. J'avais des idées noires, très noires et ce qui m'a sauvée, c'est vraiment mes amis, ma famille et mes enfants et je leur remercie, je les ai remerciés une tonne de fois d'avoir tout fait ça pour moi parce que je pensais pas que j'avais été aussi bien entourée. Même si, j'ai pris mes distances avec beaucoup et je me suis fermée, fermée, fermée. Mais voilà, il faut vraiment être, bien entouré et ne pas avoir peur surtout, mais ne pas avoir peur de demander de l'aide à notre entourage quand on se sent vraiment seul, quand on se sent vraiment en dépression, que ce soit pour n'importe quelle dépression. Mais c'est vrai que la perte d'un parent, voilà, ça change tout, ça change nos habitudes, ça change, l'amour qu'on peut avoir pour, soi, ça peut avoir, voilà, moi je sais à quel point ça a été vraiment très, 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 très difficile et que ça l'est encore, moins qu'avant, mais ça l'est encore. Mais que c'est en étant entouré et de dire: «Ça va pas», même si moi je le disais pas. J'ai jamais dit que ça n'allait pas. Je le cachais à ma famille. J'ai jamais pleuré devant mon frère et ma sœur alors que toi, j'ai pleuré là. Je pense pas que mes frères et ma sœur entendront ce podcast, je pense pas. Mais en tout cas, voilà, il faut se sentir entouré et
pas avoir peur de demander à l'aide dans n'importe quelle circonstance, même en tant que maman ou parent dépassé. Je pense que quand on a besoin d'une main, il faut pas avoir honte de le dire, de demander à l'aide parce que ça peut que nous apporter, du bon et ça nous évite, aussi de faire des belles conneries comme moi j'aurais pu, faire si j'aurais pas eu, mes enfants et mes amis, quoi. En fait, faut pas avoir honte, de demander de l'aide. Moi, avec, Robin, c'est compliqué au niveau de l'éducation parce que, bah, là, il est très difficile et j'ai pas honte. Aujourd'hui, on va aller voir un psychologue et sur les réseaux sociaux, on m'a dit: «Mais tu as pas honte de le dire?» Non, je n'ai pas honte de dire qu'aujourd'hui, j'ai besoin de l'aide pour mes enfants, pour retravailler certaines choses parce qu'à un moment donné, ça ne peut qu'être bénéfique pour moi, pour lui et pour notre vie de famille et que ce soit pour n'importe quelle situation que chaque parent vit en ce moment, c'est il faut pas se laisser, juger et que c'est pas une honte d'aller voir un professionnel, c'est pas une honte d'aller voir un psychologue, un psychiatre, c'est pas une honte de faire un choix, pour ses enfants ou pour soi-même. Merci de le rappeler. Bah, oui, oui, parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent pas sauter le pas sur plein de choses. Par peur de jugement, par peur de pas savoir, quoi faire, mais il faut pas hésiter à aussi de tendre la main vers les autres personnes qui en ont besoin. Nous, on a toujours été comme ça dans notre famille, à toujours donner et sans demander rien en retour. Moi, je sais que voilà, je juge rien, mais mes amis, je leur ai toujours dit que je ne juge personne par rapport à leurs choix qu'ils peuvent faire, mais que la porte et mes épaules sont là, si un jour ils ont besoin et je serai jamais dans le jugement, amis, copains, copines, parce que je fais la différence, mais je saurais donner un avis, mais neutre et pas dans le jugement, quoi. Et c'est important d'entourer, ses amis, sa famille, comme ça et de pas avoir peur, parce que souvent on a peur, du jugement des autres. Mais il faut pas avoir peur parce que c'est un choix personnel et qu'il faut pas s'embêter avec ça. Merci à toi, c'était un super échange et merci encore d'avoir accepté l'invitation et merci d'avoir partagé autant avec sincérité et puis, Je me suis, bien dévoilée, même si je pense que les gens de ma communauté, s'ils écoutent, le podcast, je pense ils savent déjà tout. Tout ce que je dis là, je pense qu'ils le savent déjà. Après il y a peut-être des petits trucs, non, parce qu'ils savent tout. En fait, tout ce que je t'ai dit, ils le savent. Donc, à moins que les gens qui sont là depuis pas longtemps ne me connaissent pas parce que voilà, j'ai grimpé encore sur les réseaux, donc, il y a des gens qui me connaissent pas. Donc je pense qu'ils vont apprendre à me découvrir s'ils ont le courage d'écouter 1 heure de bohème. T'inquiète, ça passe bien. Les gens qui écoutent mon podcast, ils sont habitués. Ah ouais? Donc, en tout cas, j'espère que ça plaira à certaines personnes. J'espère que je pourrai échanger aussi via, ce podcast et ce témoignage. J'espère que je pourrai apprendre et à découvrir, et peut-être aider d'autres mamans, d'autres parents sur, que ce soit sur, le deuil, que ce soit sur la myosynthèse, que ce soit sur, plein de choses. Il y a pas de souci, je suis, ouverte. On l'a pas dit, mais tu as fait une ligature des trompes et Abdominoplastie. voilà, une abdominoplastie. Donc, si vous voulez parler à Gwen sur les réseaux, je mettrai de toute façon tout ton compte, etc. sur les notes de l'épisode. Puis après, dans les posts sur Instagram. Et comme ça, voilà, pour continuer l'échange. Bah ouais, pas de souci. En tout cas, merci à toi. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.